Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie. Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteure. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Lorsqu'on est multipotentiel et donc que beaucoup de sujets nous intéressent, on peut avoir du mal à faire un choix, voire se sentir perdu. Vous avez par exemple plusieurs projets en tête, mais vous ne savez pas lequel choisir. Cette indécision vous empêche donc d'avancer. Derrière nos doutes, nos peurs peuvent être nombreuses. Par exemple, vous pouvez craindre de faire le mauvais choix et ainsi de devoir renoncer à d'autres possibilités. Vous pouvez aussi avoir peur de ne pas vous sentir légitime si vous donnez la priorité à tel projet plutôt qu'un autre. Dans cet épisode, nous allons voir comment faire un choix quand on est multipotentiel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Alstin, coach, thérapeute, auteure et conférencière. Elle est également fondatrice du Congrès de la Douance. Elle accompagne les adultes haut potentiel et hypersensibles. Elle a écrit l'ouvrage « Émotif talentueux, être soi autrement » aux éditions Josette Lyon. Bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors j'ai peut-être un peu triché parce que j'ai envie de donner deux mots. C'est émotive et talentueuse. J'utilise souvent le mot émotive talentueux, donc c'est pas par hasard que j'ai choisi ces mots-là en fait. Et quelle est finalement l'origine de ce choix de ces deux mots ? En fait, depuis des années, mon beau-fils et moi, on a l'habitude de se dire bonjour en joignant les doigts. Tu sais, comme E.T., l'extraterrestre. Pourquoi ? Parce qu'on s'est toujours senti en décalage et qu'on a beaucoup rigolé à l'époque où on vivait encore tous ensemble et qu'ils étaient ados. On rigolait beaucoup et on nous appelait souvent les extraterrestres. Et en fait, on se disait bonjour comme ça. Et donc, à un moment donné, j'ai eu envie d'utiliser ce mot E.T. pour remplacer toute une série de vocables dans lesquels moi, je ne me retrouvais pas au moment où j'ai découvert ma multipotentialité. Et derrière, on a très vite mis le mot derrière le E, on a très vite mis émotif. Et derrière le T, moi, je suis venue avec talentueux. Lui, il m'a dit tortueux. Je dis non, ça, c'est quand même moins beau. Donc voilà, l'origine, c'est vraiment ça. Et moi, je trouve ça très rigolo, en fait, quand on connaît cette histoire. Complètement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, que signifie avoir un profil multipotentiel ? Alors, un profil multipotentiel, c'est souvent utilisé dans le monde professionnel. Ce sont des personnes qui font pas mal de choses, aiment faire plusieurs choses, donc qui ne vont jamais s'épanouir dans le fait de faire une seule activité. En même temps, c'est-à-dire que dans un laps de temps, je vais dire, je sais pas moi, 6 mois, elles ont besoin de faire plusieurs choses, donc c'est pour ça qu'on les appelle très souvent des couteaux suisses, mais également de se renouveler régulièrement dans ces types d'activités, ce qui veut dire que quand tu es en face à toi un ou une multipotentielle, tu peux t'attendre à ce que X années plus tard, elle ne fasse plus nécessairement la même chose. Et donc ça peut être toute une série d'activités. Alors une fois de plus, c'est un concept qui a été mis en avant par Emily Wapnick au niveau pro, mais moi je le constate quand même à l'état de niveau. Ça peut être des activités mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est-à-dire que tu peux faire une partie dans ton boulot ou une autre partie dans ta vie privée ou construire une activité professionnelle qui fait que ça se mélange. Et une des caractéristiques, c'est que dans le côté potentiel, il y a évidemment multipotentiel, il y a le côté potentiel, et donc souvent on est bon, même très très bon. On n'en est pas toujours conscient, mais dans toutes ces facettes qui constituent le multipotentiel, en fait, dans toutes ces activités. Voilà. Si ce que j'ai envie d'en dire, alors ça peut, ce que je pense important à dire aussi, c'est que pour que les personnes puissent s'y reconnaître, très souvent, moi ça a été mon cas, on m'a taxé de quelqu'un qui était très éparpillé, parce que je suis très très curieuse, donc j'ai tout le temps envie de faire quelque chose de nouveau. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dans l'équipe, parfois ils disent mais qu'est-ce qu'elle sort encore de nouveau? Ça fait partie du profil en question. Ça peut être étonnant, pas compris vu de l'extérieur. Ça peut sembler pas centré.
Donc voilà, je le précise parce que je trouve que c'est vraiment important de s'accueillir là-dedans en fait. Hein. Alors que nous, on a besoin de cette multitude de choses et de découvrir et d'exploiter ce dans quoi on est bon en fait. C'est vraiment important. Ouais, Voilà. exactement. Et c'est vrai que je rebondis juste par rapport au fait comment ça peut être accueilli de l'extérieur. Quand c'est des gens qui ont le même profil que nous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand c'est des gens qui n'ont pas le même profil, en fait, ils ne comprennent pas. Et là, c'est extrêmement dur quand on se connaît pas très bien. Justement, moi, j'ai eu tendance à avoir ce réflexe-là de me dire que j'avais un problème, en fait. Oui, tout à Et en fait. fait, c'était pas le cas. Non, 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 non. On est bien d'accord. Alors, pourquoi est-il parfois si difficile de faire un choix lorsqu'on a de nombreux centres d'intérêt? Bonne question. Alors, je pense qu'on vit dans une société, même si les choses s'ouvrent, mais qui nous invite quand même à nous conformer. Ok, à une société, peut-être en fonction de notre famille, de notre histoire de vie, de toute une série de facteurs, eh bien, on nous invite à nous conformer et à choisir une voie. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai commencé à travailler, en gros, je rentrais dans une société, mes grands-parents, ils pensaient que j'allais faire toute ma carrière là-bas. Euh, Même si j'ai eu de la chance, effectivement, d'avoir un boss qui avait bien compris que j'avais besoin de toucher à plein de choses. Okay, et donc, quand on part dans la vie, ou quand on est toujours avec cette grille de lecture, sa voix, c'est un truc, c'est une façon de faire et pas toute cette série de choses, ben c'est difficile évidemment parce qu'on ne sait pas encore accorder le fait que bah si, on peut faire plein de choses et on peut ne pas choisir parce que en fait c'est ça pour moi la vraie question. Est-ce qu'il faut faire un choix? Et si Mmh. oui, dans quelle mesure? OK? Alors, je pense que oui, il y a des moments où il faut qu'on fasse des choix, mais peut-être pas de la façon dont on a l'impression qu'on doit les faire parce que on se réfère à un modèle qui ne nous correspond pas. On se réfère à un modèle sociétal ou à celui de nos parents, une fois de plus, qui ne nous correspond pas. Donc, je pense que l'intérêt de bien se connaître, c'est ça en fait, hein, c'est savoir mais qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous nourrit avant de décider effectivement si on fait des choix ou pas. Et je pense que quand on apprend à se connaître, il y a une fluidité qui s'installe et donc c'est moins compliqué. En tout cas pour moi, ça l'est nettement moins aujourd'hui que je sais que je fonctionne de cette manière-là en fait. Ouais, c'est très juste parce que c'est vrai que ça résonne aussi par rapport à moi, ce que j'ai vécu, cette notion de loyauté familiale. Parce qu'en Oui. fait, on a aussi ce côté, on a été formaté dans un certain cadre et quand on pense pas comme ça, c'est compliqué et ça demande effectivement d'aller à sa rencontre effectivement pour savoir ce qui est important pour soi et Ouais. cetera, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis Totalement. parfois même, moi je vois, par exemple, j'ai un papa qui fonctionne en tant que multipotentiel parce qu'il a eu beaucoup de projets, etc., mais qui ne savait pas pourquoi et qui ne se n'autorisait pas spécifiquement. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir quand même une famille qui me laissait toucher à pas mal de choses, mais quand même avec euh, la façon dont les choses étaient exprimées, ce côté, ben, tu peux choisir ce que tu veux à l'école ou plus tard, du moment que tu fais des études qui te plaisent et que tu as un travail qui te plaît. Mais il n'y avait pas dans cette notion de travail tout ce que j'ai pu rassembler. Mmh, Donc voilà. exactement. Et existe-t-il un fil rouge qui puisse nous guider dans nos choix? Alors, moi, les deux, un fil rouge, en tout cas, les deux curseurs qui me permettent de vérifier si je suis alors ok, si je me rapproche de quelque chose qui est juste au niveau de mes choix, hein, qui est aligné, comme j'aime bien dire, c'est d'abord c'est de poser une intention. On parle souvent d'objectif. Moi, j'utilise de moins en moins ce mot-là parce que je trouve qu'il est très dur. Mais d'identifier en apprenant à se connaître, en voyant ce qui nous fait vibrer, mais finalement, c'est quoi mon intention parce que si je suis pas au clair avec cette intention-là, bah, comment est-ce que je peux faire un choix euh, Mmh. donc mon intention, ça peut être par exemple d'avoir un travail dans lequel je m'épanouis. Hein, c'est probablement une intention Mmh. pour beaucoup de personnes. Ça me semble important de pouvoir définir effectivement ce qui fait que on s'épanouit dans un travail et ça peut demander un certain temps pour pouvoir le réaliser parce que on n'a pas pris le temps de se poser. Et une fois on a posé ça et qu'on a cette intention d'épanouissement verbalisée comme je viens de le dire, bah, c'est déjà plus facile de dire ok, est-ce que je m'en rapproche ou est-ce que je m'en éloigne? Mais pour moi, c'est Mmh. un petit peu comme quand tu pars en voyage. Hein, si tu sais pas où tu vas, ben, c'est peut-être intéressant d'aller à l'aventure. Je remets pas ça en question, mais si tu veux aller dans telle ville, dans tel pays, ben, c'est intéressant de savoir que tu veux aller dans telle ville, dans tel pays, et pour pouvoir atteindre ton objectif. Et puis pour moi, il y a le retour au corps qui est très important, c'est mon degré d'énergie.
Quand mon énergie diminue, ou quand je me sens plombée, comme j'aime dire, je me questionne vraiment, je me questionne en me disant, ok, qu'est-ce qui fait? Est-ce que j'ai une croyance qui m'empêche d'aller là où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai une croyance qui m'empêche d'aller vers mes choix? Ou au contraire, est-ce que c'est en train de me dire que mon choix il est peut-être pas tout à fait adapté et que je me suis peut-être raconté des salades, comme j'aime dire, sur le fait que ça c'était bon pour moi. Et c'est vrai aussi au niveau relationnel. Je parle pas que sur les projets, etc. En tout cas, c'est important de pouvoir aller sonder ce que notre cœur nous raconte dans ce côté énergétique. Pour moi, c'est vraiment ma boussole, en fait. Ouais, c'est très juste. Effectivement, en plus, on a tendance à être beaucoup dans le mental avec ce profil-là. Bon, la plupart des êtres humains, mais les multipotentiels encore plus. Et c'est vrai que c'est vraiment important de revenir effectivement à son corps et à ses ressentis. Le petit vélo, il est bien là, ça c'est sûr. Le hamster pour les personnes qui préfèrent ça, mais c'est important, quoi. Oui, tout à fait. Totalement. Et comment peut-on dépasser la peur de se tromper? Parce que très souvent, on a cette croyance que choisir, c'est renoncer. Et donc, du coup, aussi, on a peur de se tromper. Oui. Alors, je pense que c'est important de clarifier qu'est-ce que ça veut dire se tromper. Là, tu viens déjà de donner, en tout cas dans ta croyance à toi, un élément. Choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que quelque part, je suis obligée en tout cas dans la croyance, d'oublier une série de choses. Alors, un multipotentiel, ça c'est catastrophique évidemment, de se dire qu'il va pas tout avoir, ok. Donc, je trouve que c'est vraiment important de clarifier ce que veut dire se tromper. Moi, ce que j'entends régulièrement, c'est se tromper, c'est vu comme un échec et comme un renoncement, comme tu viens de dire. Ça peut être vu comme du temps perdu, parce que dans notre communauté, comme pas mal de personnes ont besoin d'aller vite et d'avancer, etc. Alors que pour moi, se tromper, c'est un des aspects fondamentaux de l'apprentissage. Et on a toujours besoin d'apprendre, parce que on apprend sur soi, on apprend de la vie, on apprend comment faire les choses, on apprend à développer un comportement, on apprend à identifier quelles sont nos valeurs ou pas, on apprend plein de choses. Et en fait, vouloir ne pas se tromper, vouloir tout bien faire du premier coup, pour moi, ça revient, si je prends une métaphore, à imaginer qu'un enfant qui apprend à marcher, dès le moment où il est prêt à faire ses premiers pas, ok, il va faire ses premiers pas tout droit, sans tituber, il va même courir. Je pense que c'est quand même assez clair, j'imagine, pour beaucoup de personnes que c'est pas possible. Et justement, si je reprends cette métaphore de l'enfant, il va retomber, il va réessayer en apprenant autre chose, il va tester. Et je trouve que c'est important d'encourager l'enfant, comme c'est important de nous encourager nous-mêmes ou d'encourager nos enfants plus grands, nos proches. Moi, dans l'équipe aussi, j'essaye d'encourager, non pas à l'erreur, mais de dire que fais. S'il y a une erreur à un moment donné, je te donne le feedback et on voit comment avancer par rapport à ça, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de se détacher de cette notion d'échec et de changer son regard sur cet aspect-là des choses. Les Américains, d'ailleurs, disent, si je reviens au niveau de l'échec, j'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 18 ans et j'ai entendu plein de fois ma mère d'accueil me dire qu'il n'y avait pas d'échec, mais que des apprentissages, quoi. Et en tout cas, grâce à elle, je l'ai bien intégré. Donc, voilà ce que j'avais envie de transmettre sur cet aspect-là des choses. Totalement, ouais. Ça, c'est vrai que c'est très, très juste. Et puis, en plus, ça permet de se mettre moins la pression aussi, parce que si on l'associe, l'échec, quelque chose d'irrémédiable, c'est beaucoup plus dur, finalement, de passer à l'action aussi, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça devient binaire. C'est oui ou non. Ouais. Alors que quand on est dans ce registre-là, c'est jamais un oui ou non. C'est jamais une réponse à une question fermée, c'est une réponse à une question ouverte. Plutôt, ça va être de se dire, ok, comment est-ce que je peux aller dans un choix qui est le plus juste possible pour moi. Je n'aurai jamais la garantie que je vais pas me tromper. Moi, au niveau de mon activité professionnelle, combien de fois je me suis entre guillemets trompée, mais en fait pas. Je me suis pas trompée, j'ai appris. Et tout ce qu'aujourd'hui je peux transmettre, c'est ça en fait. Et je reviens à ce que j'ai dit avant, revenir au fil rouge, l'intention et le corps. Changer son regard sur ce que c'est que se tromper. Et en fait, il y a quelque chose aussi que j'aime dire aussi, parce que c'est le risque. La peur de se tromper peut figer certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait, se figer, ça veut dire, je sais pas si je vais à droite ou à gauche, et encore chez les multipotentiels, c'est pas droit et gauche, c'est toutes les avenues qu'il y a devant nous, laquelle je prends. Et en fait, je reste là plantée, j'en prends aucune. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est le pire, c'est de ne rien faire. Ouais. Exactement. Si je ne fais rien, c'est aussi un choix.
C'est le choix de ne rien faire par peur de se tromper. Mais quand on ne fait rien, de toute façon, on se trompe. Exactement. Ouais, c'est très, très juste. Et comment peut-on s'assurer de faire le bon choix pour soi, même si on a déjà eu, j'allais dire, des prémices de réponse à cette question? Je pense que j'étais un peu vite dans l'explication, mais oui, c'est ça. C'est vraiment revenir à son énergie, à son intention, passer du temps sur l'intention en question. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Le corps, c'est vraiment ce sur quoi je reviens tout le temps. Pour moi, le corps nous informe que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Écoutez son intuition aussi. Tu sais, je sais pas si ça va te parler ou si ça parlera à une série de nos auditeurs, pas éditeurs. Parfois, notre raison nous invite à poser certains choix, à prendre certaines décisions. Et il y a quand même quelque chose qui nous dit oui, mais quand même. Et puis, de nouveau, il y a la petite voix qui dit mais si, regarde, tous les éléments sont là. Et on le retrouve quand j'accompagnais professionnellement toute une série de personnes, des personnes qui ont cette capacité à me démontrer de A à Z pourquoi ce choix-là était bon. Et moi, j'observe et je me dis non, c'est pas forcément le bon choix. Okay. Après, ça ne m'appartient pas de dire à mon client que c'est le bon choix pour lui ou pas, mais et puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la personne me dit, tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, elle n'était pas juste, et au fait, je me suis assise ou assis sur sur l'intuition que j'avais, parce que c'est un truc qui était inexplicable. Exactement. Et on passe tous par ça. Et je pense que les multipotentiels sont souvent très connectés à ça, au fait de savoir que c'est pas juste, mais on ne sait pas l'expliquer. Dans ce monde où, effectivement, on nous demande des explications du pourquoi, du comment. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à écouter votre intuition. C'est de plus en plus mon mode de fonctionnement. Écouter notre intuition, pour moi, ça c'est l'essentiel en premier lieu. Et donc c'est corporel aussi, c'est les ressentis. Hein. Et utiliser notre rationnel qui peut très bien fonctionner au service de la mise en route de ce projet, de cette décision, de ce choix qui vient de l'intuition. Mais pour moi, l'intuition elle vient en premier lieu et elle est vraiment à écouter. Honnêtement, pour peu que j'ai identifié que c'était vraiment de l'intuition, évidemment, ça c'est toujours avéré juste chez moi. Et le fait au contraire de ne pas écouter mon intuition m'a mené vers dans des routes, dans des chemins qui étaient apprenants, mais pas forcément les plus rapides. Et probablement que j'avais besoin de ça une fois de plus. Hein. Je reviens sur ça. Il y a cette importance de pouvoir se dire que de toute façon, c'est pas grave. Même si on n'écoute pas notre intuition et qu'on prend pas le chemin idéal, c'est comme ça pour tout le monde dans la vie. Et de toute façon, la vie est en train de nous montrer quelque chose. Donc, accueillons ça aussi. Exactement. Ouais, c'est très juste. Mais ça résonne beaucoup. Justement, ça me parle énormément parce que moi, c'est vrai que j'ai déjà remarqué que l'intuition, en plus, elle est très, très dure à écouter. Enfin, quand on n'a pas pris l'habitude de l'écouter, quand on est beaucoup dans son mental, c'est qu'elle est très furtive. Et après, tac, il y a le mental qui reprend le relais. Et c'est vrai que plus on écoute son intuition, et plus j'ai remarqué quand même que son mental, on arrive plus à le mettre à sa juste place parce qu'il est très utile, le mental, faut pas le bannir. Mais c'est le juste qu'il soit effectivement au service de ce à quoi on aspire. Alors que parfois, c'est au service de notre peur. Et ça, c'est pas pareil. Et de notre peur et de toutes nos peurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et c'est vraiment, c'est exactement ça. Mais c'est pas si facile que ça, effectivement. Non, mais je fais juste une petite aparté parce que j'avais bien aimé un jour Simon Sinek qui, un formateur, un orateur. Il a écrit plusieurs bouquins et entre autres les 3 cercles d'or. Et il met en avant aussi, il pose à un moment donné dans une de ses conférences une question où il dit mais comment tu sais que tu es amoureux de telle personne? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ta femme ou ton mari? Et en fait, c'est inexplicable. C'est un truc qui vient du cerveau limbique, qui vient des émotions, etc. Mais nous, dans notre société, on nous demande de justifier et d'expliquer ces conventions dont je parlais, toute une série de choses qui sont pas explicables. Pourquoi je suis tombée amoureuse de cette personne-là et pas une autre? Pourquoi t'as justifié ça? C'est pas parce que il avait un CV, machin. Mais par contre, certaines personnes ont été éduquées là-dedans, tu vois. Et donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je sens, si je reviens au multipotentiel au niveau du travail, que ça ne me convient plus. Moi, j'ai senti à un moment donné que ça n'était plus juste pour moi d'accompagner individuellement. Et j'ai adoré faire ça.
Mais à partir du moment où j'ai commencé à écouter ça, je me suis rendu compte que c'était plus juste pour moi. Si c'est pas juste pour moi, ça n'est plus juste pour la personne que j'accompagne. Et donc, j'ai écouté ça. Mais par contre, des tas de personnes qui me disaient, mais c'est dommage parce que tu es tellement bonne là-dedans ou tu fais ça tellement bien et tu vas t'empêcher d'aider tellement de personnes. Bah oui, c'est juste que moi, je le sens plus. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Et même par rapport à la personne, effectivement, notre interlocuteur en plus. Ah oui. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Si je ne suis plus, surtout quand tu es dans l'accompagnement, évidemment, mais si je ne suis plus alignée avec ce qui est juste pour moi, ça ne peut pas être juste pour la personne avec qui je travaille ou pour qui je travaille, peu importe comment, pendant quelle situation on est, mais c'est pas juste dans mon rayonnement au monde. Donc moi, j'aime revenir à moi, à mon alignement, pas de manière égotique, mais parce que pour moi, c'est juste. Ça te permet de rayonner, de transmettre ce pourquoi tu es là, en fait. Exactement. Ça résonne beaucoup, en tout cas, avec des réflexions que j'ai pu avoir, effectivement, lors de ma reconversion professionnelle, etc. Mais c'est très, très juste. Ouais. Et avant de terminer, quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs et auditrices s'ils ressentent un sentiment d'illégitimité au moment de faire leur choix, finalement? Alors, l'illégitimité, c'est le fait de ne pas se sentir légitime, ça tout le monde avait bien compris, et donc ça pose la question du regard qu'on pose sur soi. Okay. Et quand on se sent illégitime, souvent ce que ça traduit, c'est je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas comme il faut, je suis trop cela. Et donc, pour moi, ça me semble vraiment important de prendre le temps de transformer ça. Parce que ça parle d'estime de soi. Okay. Et cette estime de soi, moi en tout cas dans mon expérience à la fois personnelle et en tant qu'accompagnante, elle se travaille assez souvent avec des référents, entre autres en accompagnant, qui sont capables de t'accueillir dans ton unicité et dans qui tu es, comme étant parfaitement imparfaite, comme j'aime dire. Mais tu es toi et c'est ok d'être comme toi. Okay. On te demande pas d'être plus ou de moins, mais juste d'être toi. Donc il y a tout ce travail-là qui me semble important, et ça passe par l'acceptation de son mode de fonctionnement. Parce que c'est souvent ce qui se passe chez le multipotentiel, c'est qu'il y a le décalage, parce que il a, à travers son histoire, à travers ce qu'il a entendu, très souvent ce qui revient, c'est je suis pas comme les autres, donc je ne suis pas ok, je suis le problème. Alors que non. C'est pas qu'on n'est pas approprié, c'est juste qu'on n'a pas été compris, qu'on n'a pas été accueilli dans notre singularité. Ok, si on nous l'a pas dit, c'est important à un moment donné de retravailler cet aspect-là des choses. Et donc, on est ok de se dire qu'on est ok. Ça, c'est vraiment, moi je le répète souvent, où mon petit c'est ok, un pas à la fois. C'est vraiment ça en fait. Rome s'est pas fait en un jour. J'aime moi partager la question de l'estime de moi, parce que ça a été un vrai travail de fond qui m'a pris des années, et j'ai encore du travail dans certaines sphères par rapport à ça. Mais je sais aussi que c'est possible de changer le regard. Mais j'ai fait le choix de prendre ma responsabilité, de le travailler en étant accompagnée. Et donc, même si nos choix, pour revenir aux choix, ne correspondent pas à la majorité de ce que nous pensons, parce que c'est ça aussi, que la majorité de la façon dont les choix seraient posés par d'autres personnes, on s'en fout en fait. Voilà comment on peut poser des choix atypiques qui nous correspondent, et c'est pas parce que effectivement nos choix sont très différents de la majorité des gens qui sont pas bons. Au contraire, c'est aussi ce qui permet de mettre en place des nouveaux projets, de transformer des choses, de venir avec des nouvelles initiatives, etc. Donc voilà, moi j'aime encourager à ce niveau-là en fait. Mais c'est vrai que je rebondis sur l'importance effectivement d'instaurer en fait une belle relation avec soi-même, bienveillante, parce que souvent on a tendance à être dur avec soi-même, parce qu'en plus c'est ça la difficulté, j'allais dire, et aussi un peu le challenge quand on est multipotentiel, on n'est pas forcément compris par l'entourage, donc du coup on a tendance à se dire tu vois, comme il comprend pas, ou comme en fait c'est moi qui suis ça, enfin voilà, on s'incrimine. Et en fait, on doit finalement être, parfois j'aime bien dire ça, mais son meilleur coach en fait c'est soi-même finalement, et c'est à un moment donné de dire je prends soin de moi et je suis bienveillant à mon égard justement. Et c'est comme ça qu'on va connecter aussi avec des personnes qui verront notre singularité. Ça me fait penser un jour dans une interview du Congrès de Douance, un des orateurs qui parlait d'être ami avec soi-même, et qui nous invitait j'ai bien aimé cette métaphore, parce qu'il disait mais quand vous parlez à vous-même, est-ce que vous feriez ça, vous parleriez comme ça à votre meilleur ami?
Votre meilleur ami, il vous dirait que il se trouve incompétent, telle chose, etc. Vous seriez la première personne à lui dire, mais non, regarde, ça. Par contre, vous faites pas la même chose. Et ça, j'avais bien aimé, en fait, cette métaphore-là, parce que ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Mais une fois de plus, je pense que parfois, c'est nécessaire d'être aidé, d'être accompagné sur ça. Tout à fait. Ou dans un groupe qui vous accueille de façon inconditionnelle. Un groupe qui fonctionne comme vous, ça fait du bien. Exactement, on se sent beaucoup moins seul aussi. Ouais. Et on arrive à obtenir aussi, en tout cas, de sentir ce soutien qu'on n'a pas forcément dans son entourage direct. On peut l'avoir, mais parfois on ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est aussi important de... Et on se trouve normal. Exactement. Moi, j'entends souvent dans mes groupes des gens qui me disent « Oh, j'ai l'impression d'être normal ici » ou je dois pas mettre un masque ou je dois pas m'adapter pour tenter d'être compris. C'est fluide. C'est ça. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas devoir s'adapter, exactement, et d'être vraiment pleinement soi. Ouais. Même si c'est le travail d'une vie, mais effectivement d'être dans cette dynamique-là, totalement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Alors, je vais faire un petit résumé, si tu veux bien, Sophie. Apprendre à se connaître dans sa singularité, ça me semble vraiment essentiel pour pouvoir avoir ce que j'appelle une grille de lecture. Pour savoir comment on fonctionne. Apprendre à écouter l'énergie du corps, parce que l'énergie du corps va nous montrer si effectivement on s'autorise à être nous-mêmes. Tu parlais de suradaptation. Plus on suradapte, au moins on a d'énergie. Et donc parfois, le fait d'être crevé, c'est juste une question de suradaptation. Et ça me semble vraiment important. Et donc, en fait, ça devient une forme ça s'apprend, tu l'as bien dit, c'est le travail d'une vie, mais ça nous permet, dans cette sagesse, de regarder ce qui est juste pour nous, de nous écouter, de construire notre propre boussole intérieure. Ça me semble vraiment important. Et puis, petit à petit, d'avoir le courage d'oser exprimer, parce que on peut le savoir, mais si on reste en retrait et qu'on n'exprime pas les choses, je pense qu'au plus on est en phase avec nous-mêmes et qu'on ose exprimer ce qui est juste pour nous, plus on va être entendu à l'extérieur, y compris parfois, moi, il y a des gens qui disent un petit grain de folie, un concept que je reprends souvent, Nat est quand même bizarre, quoi. Mais comme c'est accueilli chez moi, je fais rire les autres. Et alors les autres, mes amis savent que je fonctionne comme ça, etc. Ils sont pas tous concernés par la multipotentialité, mais ça me semble vraiment important, parce que sinon, même chose, on contient son énergie et de nouveau, on s'épuise à la longue à essayer de s'adapter à quelque chose qui ne nous convient pas du tout, et puis on déploie pas notre potentiel et notre rayonnement. Et je trouve que particulièrement par les temps actuels, ça me paraît vraiment essentiel. Et si je peux transmettre cette petite graine-là, pour moi, voilà, ça serait déjà magnifique. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Exactement. Arrêtons de nous brimer quelque part pour justement exprimer notre plein potentiel. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Un grand merci, Nathalie. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, Sophie. Même chose pour moi. Merci pour ton invitation et pour l'écoute de nos auditeurs. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!